Merci beaucoup. Effectivement, 15 minutes pour traiter un aussi petit sujet que celui-là, c'est une gageure. Et donc, j'espère que vous m'en voudrez pas de vous montrer 427 diapositives le plus rapidement possible. La première, conflit d'intérêts. Pour l'assistance publique, ma mère nourricière et l'Université Paris-Descartes, ma deuxième mère nourricière. Et bien que c'est un rapport, bien sûr, un peu indirect, je dois dire que mon service, mon pôle pour être exact, a un contrat de formation, développement et services avec Fresenius. Je vais commencer par un cas facile pour répondre à la question. Ça va au moins me rassurer sur mes capacités à aller un petit peu plus loin. Ce type de patient, il a 8 de potassium, il a les 2 artères rénales comprimées par un hématome rétropéritonéal et on vient de lui mettre une prothèse endo-aortique. Il commence à avoir un ECG anormal et vous avez ici son scanner cérébral. Là, c'est facile. On faisait autrefois une dialyse sans anticoagulant qui consommait des facteurs de la coagulation. Aujourd'hui, on fait une épuration, qu'elle soit convective, diffusive ou les deux, avec du citrate. Et là, vous aurez du mal à me faire changer d'avis. Beaucoup plus difficile. Sepsis. Alors, nous discutions hier dans la session sur l'insuffisance rénale aiguë, des interactions récemment décrites entre reins défaillants et poumons, et reins défaillants et autres organes. Et il est clair qu'au cours des états septiques, de nombreuses choses apparaissent qu'on négligeait jusque-là et qui justifieraient sans doute de traitements spécifiques, voire d'inhibition de réactions inflammatoires ou autres, mais nous en sommes qu'au tout début et aux phases de description. Et finalement, répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui, c'est le tout petit bout de la lorgnette, c'est remplacer le rein dans sa fonction d'épuration d'eau, d'électrolyte et de substances azotées. Et c'est finalement que l'une des parties du travail du rein. Quoi qu'il en soit, il y a maintenant une vingtaine d'années, on a commencé à se pencher sur le sujet du sepsis et de la précocité de l'épuration extra-rénale. Ça a passionné beaucoup de gens. Je commence par montrer ce travail qui est loin d'être l'un des meilleurs. On peut même mettre en doute la réalité des données qui y sont décrites, puisque vous voyez que les patients qui ont été précocement ou pas épurés à l'occasion d'un état septique sévère décident de changer de mortalité au bout d'une dizaine de jours, alors que l'intervention ne portait que sur la précocité à quelques heures près de la mise en œuvre du traitement. On n'imagine absolument pas la physiopathologie qui pourrait être en dessous de cette différence de résultat. Mais quoi qu'il en soit, cette étude existe et elle a au moins le mérite de poser la question qu'on se posait d'ailleurs spontanément avant elle. Une deuxième étude, sans aucun travail d'inférence causale, nous rapporte la même chose, c'est-à-dire une différence de mortalité selon qu'on a mis en œuvre une dialyse précocement ou pas. Même chose, ces résultats devraient être vérifiés, bien sûr, avec les meilleures conditions de validité méthodologique avant de pouvoir faire autre chose que de soulever une hypothèse. Qu'est-ce qui est acquis ou relativement acquis? Eh bien, lorsqu'on fait un transport convectif relativement volumineux, et on en reparlera tout à l'heure, il est maintenant à peu près établi qu'on a la possibilité de réduire la quantité de vasoconstricteurs nécessaires pour obtenir un objectif de pression artérielle. C'est intéressant parce que souvent, donner un vasoconstricteur est pour nous, psychologiquement, un signe de patient qui défaille. D'ailleurs, c'est reconnu dans la plupart des indices de gravité. Et donc, le faire dans l'autre sens pourrait être favorable, mais ça n'est absolument pas prouvé. On serait beaucoup plus intéressé d'avoir une différence de mortalité sous l'effet de ce traitement-là qu'une différence de quantité de noradrénaline nécessaire pour maintenir la pression artérielle moyenne. Ce travail a été néanmoins reproduit un certain nombre de fois, ce qui fait que, en plus de l'expérience quotidienne des uns et des autres, on doit pouvoir admettre que cette réalité en est une. Vous avez dans ce travail, par exemple, de Morgera, de Stan Morgera, une différence observée en fonction du type de membrane qui a été utilisée, mais de façon systématique, la quantité de noradrénaline nécessaire pour maintenir la pression artérielle est réduite lorsqu'on fait un transport convectif, et ce d'autant que le transport convectif est intense. Certains se sont attachés à la physiopathologie de ce phénomène-là, ont retrouvé bien sûr le même phénomène, mais en se portant au niveau des organes, ici en allant étudier la perfusion du cortex rénal, eh bien on n'observe pas de différence. En allant observer la perfusion de la muqueuse iléale, on observe
pas de différence. En allant regarder le rapport pyruvate-lactate ou lactate-pyruvate du patient, on n'observe toujours pas de différence. Autrement dit, ce phénomène est orphelin d'explication, mais bien contrôlé au plan clinique. Donc il nous avons clairement des données manquantes dans ce domaine-là. Ce n'est pas une raison suffisante pour le mettre de côté de façon définitive, mais disons que nous sommes encore loin de pouvoir recommander l'utilisation en pratique systématique d'un transport convectif à haut niveau chez les patients en état septique. Ce serait vraiment abusif. Dans un domaine qui n'est pas si éloigné, et pour en revenir au citrate que j'évoquais au tout début, il y a sur le contrôle de la réaction métabolique au cours du sepsis des éléments intéressants. Vous voyez par exemple dans ce travail, on observe selon qu'on a utilisé une héparine de bas moléculaire, de l'héparine ou du citrate, une différence d'activation plaquettaire, une différence au niveau de la mise en route de la coagulation au cours de cet état. Dans cet autre travail beaucoup plus ancien qu'on doit à Joachim Boller, vous observez une différence en bas à gauche sur l'expression de la lactoferrine, qu'on retrouve aussi ici, selon qu'on est sur du cuprophane ou du PMMA, et selon qu'on a utilisé de l'héparine ou du citrate. Pourquoi? A priori parce que le citrate à l'intérieur du circuit va chélater complètement le calcium ionisé, lequel n'est plus disponible pour les différents autres rôles métaboliques qu'il pourrait exercer. Or, le calcium ionisé est le trigger, comme on dit, l'élément gâchette de très nombreux métabolismes, en particulier dans la coagulation, ça va sans dire, dans la fibrinolyse, mais également dans les états inflammatoires. Mais voilà, cet effet du citrate, il est strictement limité au circuit d'exploration extracorporelle, où tout le sang finira par passer à un moment ou à un autre, mais on a néanmoins là une voie intéressante qui pourrait contribuer à expliquer, si jamais elle est vraie, la différence de mortalité observée dans le travail d'Hélène Van Hoenmans publié dans Critical Care sur son étude citrate versus HBPM, qui n'a pas été retrouvée dans d'autres études, mais qui néanmoins est une question posée. Un autre travail très intéressant qui va dans le sens de la précocité de la mise en œuvre d'un traitement par épuration est sans doute celui-là. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent du sepsis, c'est l'ischémie-reperfusion post-arrêt circulatoire, où la mise en œuvre précoce, très précoce, d'une hémofiltration à haut volume, à très haut volume, en association ou pas avec une hypothermie, permet d'observer une amélioration du pronostic du patient. On comprend assez bien la physiopathologie qui est derrière. Il existe dans ces circonstances-là, pendant quelques heures, des éléments circulants extrêmement délétères pour l'ensemble des cellules survivantes de l'organisme. L'idée, par un transport hydrophile, de pouvoir les soustraire de la circulation est a priori légitime. Tout comme il était légitime, dans les années 90, de penser, d'estimer que de réduire le taux de cytokine plasmatique pourrait avoir un effet sur la cascade inflammatoire observée à l'occasion des états septiques. C'est apparu un petit peu plus compliqué dans le modèle septique, alors que dans ce modèle-là, il est possible que ça marche un petit peu mieux. Bon, néanmoins, évidemment, cette étude bicentrique mérite deux choses. D'abord, d'être produite en comprenant un petit peu mieux comment ça fonctionne, et puis, surtout, de comprendre exactement quels sont les cofacteurs à contrôler. Est-ce qu'il va falloir donner beaucoup d'oxygène, peu d'oxygène, et combien, quelle température, etc. De nombreuses questions restent ouvertes. Pour essayer de répondre, après la précocité et l'indication, à la nature de la technique et à la dose à employer, je dois dire que là, la question est encore plus complexe. Parce que, tout simplement, il y a eu de très grandes tentatives pour répondre à la question, d'essayer de répondre à la question, et lesquelles sont, à mon sens, loin d'être concluantes. Tout le monde connaît le travail de Claudio Ronco, qui devrait être parmi nous s'il n'était malade ces jours-ci, et qui publiait... il y a maintenant 12 ans, si je me souviens bien, nous incitait à utiliser un volume convectif d'au moins 35 millilitres kilo-heure pour avoir une réduction, comme on dit, de mortalité par rapport au groupe qu'il avait mis à 20 millilitres kilo-heure. Bon, tout d'abord, à l'époque, on considérait ça comme des volumes énormes. Et d'ailleurs, on avait eu la tentation d'appeler 35 millilitres kilo-heure le seuil du haut volume. Quand on regarde ce que ça donne en clairance, ça reste quand même une insuffisance rénale très sévère, 35 millilitres/kilo/heure. Et donc, en toute humilité, nous sommes très loin de ce que le rein natif peut faire. Et donc, parler de haute clairance, c'est simplement parce qu'on a du mal à le faire tous les jours au lit du patient, mais dans l'absolu, ça reste des clairances relativement basses.
Ce travail monocentrique est resté tout à fait isolé et il n'a pas forcément été très bien compris parce que dans les années qui ont suivi, on a vu comme un peu en alchimie la transmutation du transport convectif en diffusif, alors qu'on avait oublié un élément clé qui est écrit dans l'article, mais de façon, il est vrai, un petit peu difficile à comprendre, sous la forme de ces 6 mots, « infused after passing through the filter ». Autrement dit, c'est de la post-dilution. Et faire 35 ml/kH en post-dilution exclusive, c'est pas si facile. Il faut une équipe entraînée, des gens qui savent faire, ce qui était manifestement le cas chez Ronco, mais la portabilité de cette technique mérite des questions. Et on va voir un peu plus loin qu'on a la réponse, non, ça n'est pas portable, on n'est pas capable dans le monde réel de faire cette clairance-là. Autrement dit, on va à tort vouloir faire une clairance de 35 ml/kH sans pouvoir y parvenir. Enfin, à tort, parce qu'on ne pourra pas y parvenir, à moins d'être vraiment très éclairé sur le sujet et de faire vraiment très attention pour y parvenir. L'étude ATN, Van E, de l'Acute Renal Failure Trial Network, est une étude très connue, publiée dans le New England, prospective, multicentrique, 27 centres en parallèle, randomisés, sans insu, bien sûr, ces techniques sont difficilement mises en aveugle, et les patients étaient inclus dans 2 bras dits intensifs, ce qui est déjà un peu une façon de le qualifier excessive, parce que intensif, c'était une hémodialyse intermittente ou une SLED, une low efficiency dialysis, low efficiency dialysis, 6 fois par semaine, ou une hémodiafiltration à 35 ml/kH. Aux États-Unis, et à cette époque-là, on considérait ça comme intensif. Ça l'était par rapport aux pratiques, c'est vrai, mais dans l'absolu, c'est tout à fait discutable. Le bras conventionnel, lui, encore inférieur, à 20 ml/kH d'hémodiafiltration et avec une intervention de moitié sur les techniques dialytiques pures. Cette étude avait comme critère de jugement principal la mortalité à J60. Et comme vous le savez et comme vous pouvez le voir, on n'observe pas de différence de mortalité entre les 2 bras. Il en a été conclu relativement hâtivement que puisque c'était pas différent, c'était pareil, et que donc il n'y avait pas lieu de faire autre chose que ce qu'on faisait jusque-là. En fait, il faut lire l'annexe absolument dans cette étude-là, parce que les 80 pages d'annexe recèlent absolument tout ce qui est intéressant dans cette étude. Et l'une des choses les plus intéressantes, c'est que la population sélectionnée avait une mortalité très élevée, donc pas nécessairement représentative de celle que nous traitons, bien que non tous sceptiques. On avait complètement oublié dans l'étude la prédilution, laissée libre, au goût de chacun. Et d'ailleurs, dans l'article, et pour atténuer le phénomène prédilution qui pourrait venir réduire la clairance, citait le seul article de la littérature qui est fait de telle façon qu'effectivement la prédilution n'affecte pas beaucoup la clairance, alors que c'est bien sûr faux, c'est mathématique. Si vous faites de la prédilution, vous nettoyez un liquide propre et donc vous réduisez la clairance du patient. Et plus le débit sanguin est bas et plus vous faites de prédilution et plus ce phénomène-là existera. Autre point important, près de 70% des patients traités, inclus dans l'étude, avaient été traités par épuration extra-rénale avant l'inclusion. L'inclusion des patients a été faite en moyenne à 150 heures. Vous voyez donc on peut tout de suite écarter l'aspect précocité. C'est plus une évaluation du traitement d'entretien des patients admis en réanimation que du traitement initial pour voir l'effet que ça pourrait avoir lorsque c'est mis précocement en route. Enfin, il y a une très grande variabilité des traitements réellement appliqués puisqu'on avait la possibilité de passer l'un à l'autre. Mais à mon sens, à mon humble opinion, l'apport essentiel de cette étude, c'est celui-là. Vous avez en bleu le groupe peu intensif, en rouge le groupe intensif. Ils étaient censés être différents et en fait, ils ont un overlapping en anglais, une zone commune qui est cerclée en vert, qui est extrêmement importante. Quand on veut faire de la haute clairance, on y arrive moins souvent que quand on veut faire de la basse clairance. La basse clairance, on y arrive, c'est facile, c'est des cathéters qui peuvent dysfonctionner, des arrêts de traitement qui peuvent survenir, mais quand on veut plus, c'est difficile. Autrement dit, cette étude, en dehors, au-delà de tous les inconvénients déjà énumérés, eh bien, elle nous a mis dans une situation où on comparait des choses qui n'étaient finalement intrinsèquement pas si différentes. En disant rien. En plus, c'est très pénible. Bon,
je vais passer très rapidement, effectivement, pour qu'on puisse tenir dans l'heure, mais pour qu'on nous répare ça au moins avant les topos suivants, sur l'étude rénale australo-néo-zélandaise qui, globalement, nous a conforté dans la même idée, c'est qu'on n'atteint pas le seuil de ce qu'on souhaite, et on a aussi une nette différence entre ce qui est prescrit et ce qui est reçu. Je terminerai donc, pour respecter le délai, puisque le micro me le permet, sur les voies à explorer, au travers d'un petit cas clinique très rapide que je soumets à votre sagacité. C'est un patient en état de choc septique qui vient d'être opéré d'une péritonite. Il a été mis sous gentamicine, on ne va pas discuter cette chose-là, 6 mg kg, et il reçoit une hémofiltration à haut volume à 80 ml kH. Vous voyez que 12 heures après, on dose la gentamicinemique est à 0. C'est bien, mais c'est vraiment pas beaucoup. On lui fait une dose de 7 mg kg, et là, la machine se met à dysfonctionner, on passe à une clairance de 25 ml kH, et 24 heures plus tard, on est en overdose. C'est un cas clinique. Mais l'intérêt n'est-il pas d'avoir une épuration sur laquelle on peut compter de façon régulière, de façon à ce que les traitements considérés comme vitaux dans ce contexte-là, un état de choc septique, puissent être correctement appliqués. Donc je me demande si la vraie question, plus que la précocité, plus que le diffusif, plus que le convectif, plus que le volume, c'est pas de trouver la méthode qui nous permet d'avoir un traitement sur lequel on peut compter, tout comme on peut compter sur la fonction glomérulaire du patient qui n'est pas malade. Alors pour ça, on devrait préférer, dès que le R est inévitable, et c'est sans doute la question à cerner, qu'est-ce qu'une épuration extrarénale inévitable, mais dès lors qu'elle l'est, on devrait mettre en œuvre une méthode qui va nous permettre d'avoir une clairance connue, prévue, nous permettant de gérer correctement les interactions médicamenteuses et de les connaître, et d'étaler dans le temps la perte de poids que l'on veut ménager chez ces patients-là, ne pas la faire en 4 ou 5 heures dans la journée, mais vraiment la répartir sur les 24 heures, et la charge de travail de l'ensemble du personnel.